Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À l'Académie militaire de West Point, perchée sur les rives de l'Hudson, le marbre blanc des bâtiments brillait comme un rappel constant de l'élite qu'elle formait. C'était un lieu de tradition rigide, de codes stricts, où le mérite devait théoriquement primer. Théoriquement. Car dans les couloirs chargés d'histoire de cette institution, tous les cadets n'arrivaient pas à égalité. Les jeunes recrues venaient de tous les États-Unis. Il y avait les fils de sénateurs et de généraux, habitués depuis l'enfance au discours sur l'honneur et la patrie. Il y avait aussi ceux issus de familles modestes, qui voyaient en West Point un tremplin vers la reconnaissance. Mais quelle que soit leur origine, une chose semblait les unir dès les premières semaines, l'ivresse du pouvoir naissant. Ils avaient à peine 19 ou 20 ans, mais déjà, dans leurs bottes bien cirées et leurs uniformes ajustés, ils marchaient comme s'ils étaient faits d'acier. Ils s'appelaient Hunter, Bradshaw, Ramirez ou Caldwell. Ils répétaient des manœuvres avec une fureur qui frôlait la vanité. Ils étudiaient l'histoire militaire comme des prophéties destinées à les glorifier. Pour eux, le monde était encore noir et blanc, héros ou faible, stratège ou suiveur. Et dans cette bulle d'excellence martiale, il y avait une silhouette qui n'appartenait à aucun groupe, à aucun grade, à aucun système. M.R. H. Brooks. Chaque matin, à l'aube glaciale ou sous le soleil doux, les cadets descendaient en file serrer les escaliers de granit poli, direction la cour d'entraînement. Et chaque matin, ils croisaient ce même homme. Un homme noir, aux cheveux gris crépus, vêtu d'un bleu de travail usé par les ans. Ses chaussures étaient plates, utilitaires. Il portait à la ceinture un lourd trousseau de clés, dont le tintement rythmait chacun de ses pas lents mais assurés. Sa peau était ridée, mais son regard, vif, contenait une profondeur insondable que personne ne prenait la peine de remarquer. Il balayait les couloirs pendant que les cadets passaient au pas cadencé. Il époussetait les vitrines contenant les médailles historiques sans jamais regarder celles qu'il aurait peut-être méritées. Il réparait une poignée de porte ici, un néon grésillant là. Parfois, il s'arrêtait pour ramasser une pièce de monnaie oubliée, qu'il déposait ensuite à la réception sans jamais la garder pour lui. Il parlait peu. Un « bonjour » poli. Un « faites attention à la marche » murmuré à un cadet inattentif. Et c'est précisément cette simplicité, ce silence, qui devenait une source de moquerie. « Hey Elia, tu veux que je t'enseigne comment on marche au pas, maintenant que t'as vu assez de militaires? T'as oublié ton casque, commandant du ballet. Dis, t'as combattu dans la guerre de sécession ou celle contre la poussière. » Les rires, souvent étouffés pour éviter les oreilles trop sévères, fusaient entre les colonnes. Ce n'étaient jamais des insultes ouvertes, non. Plutôt un mépris déguisé en humour, une manière cruelle de rappeler à cet homme qu'à leurs yeux, il n'était rien de plus qu'un concierge. Même les officiers, trop concentrés sur les performances physiques et les notes de tactique, fermaient les yeux. Certains souriaient à peine. D'autres, silencieusement complices, considéraient que cela faisait partie de « l'épreuve du feu », comme si l'humiliation gratuite était une forme d'initiation virile. Mais M. Brooks ne répondait jamais. Il n'abaissait pas les yeux, ni ne s'effaçait davantage. Il continuait. Méthodique. Précis. Comme un soldat en mission. Il connaissait les habitudes de chaque cadet. Il savait ceux qui laissaient traîner leurs gants, ceux qui oubliaient leurs carnets dans les douches, ceux qui cachaient des lettres de leur mère dans les casiers. Il ne jugeait personne, ne dénonçait rien. Il ramassait, réparait, rangeait. Il était invisible, mais inlassablement présent. À la fin de chaque journée, après que les cris des instructeurs se soient tus, après que les chants militaires aient cessé, quand les dortoirs sombraient dans un silence studieux, M. Brooks était encore là. Il nettoyait les vestiaires. Il vidait les corbeilles. Il vérifiait les fenêtres. Il resserrait les vis d'un banc bancal ou recollait une plaque tombée. Et quand il quittait l'académie, souvent bien après la tombée de la nuit, personne ne remarquait sa silhouette qui s'éloignait sous les lampadaires, toujours droite, toujours digne. Pour les cadets, il n'était qu'un homme fatigué, qui n'avait pas su faire mieux de sa vie. Mais il n'avait jamais posé la seule question qui comptait. Qui est vraiment Monsieur Elia Brooks? C'était un jeudi d'automne. L'air était frais, chargé des senteurs de feuilles mortes et de cuir ciré. À West Point, ce matin-là, quelque chose d'inhabituel flottait dans l'air, une tension précise, presque militaire, mais teintée d'une excitation enfantine. Un haut gradé venu tout droit du Pentagone,
le général Douglas Whittaker devait rendre visite à l'académie. Ancien de West Point, aujourd'hui chef d'état-major adjoint, son nom inspirait respect, rigueur et terreur logistique. Tous les services avaient été mobilisés. La cour intérieure avait été balayée à l'aube. Les vitres brillaient. Les escaliers avaient été récurés à la brosse métallique. Les cadets, en uniforme de cérémonie, veste bleu nuit, boutons dorés, gants blancs répétaient en boucle les salutations, les positions de repos, les mouvements au garde à vous. On avait même ressorti les drapeaux historiques, déployés le long de la grande façade en pierre. Dans les couloirs, le moindre bruit semblait déplacé. Dans ce ballet silencieux et tendu, M. Brox, fidèle à lui-même, passait une serpillière dans l'angle d'un couloir, puis regonflait légèrement une roue de chariot d'entretien. Personne ne lui disait un mot. Et lui, comme toujours, ne s'imposait pas. Mais ce jour-là, l'oubli allait prendre fin. À 9 heures précises, une berline blindée noire franchit les grilles de l'académie. Escortée par 2 motards et un véhicule tactique, elle s'arrêta devant le perron principal. Le commandant de l'académie, le colonel James Merriweather, un homme raide et austère, se redressa d'un coup sec. À son signal, tous les cadets présents dans la cour, alignés au cordeau, se figèrent dans un garde-à-vous parfait. Les aïlens de vint presque oppressant. La portiere esse obrit. Le général Whittaker apparut. Grand, athlétique malgré l'âge, les tempes grisonnantes, son uniforme décoré de médailles dont les rubans chatoyaient sous le faible soleil d'octobre. Il descendit lentement, avec la gravité de ceux qui portent plus qu'un rang, une histoire, un pays, des hommes tombés. Il salua d'un bref signe le colonel Merriweather. Puis son regard balaya la cour. Et soudain, il s'arrêta net. Ses yeux venaient de croiser ceux d'un homme en bleu de travail, debout à l'écart, trousseau de clés à la ceinture, main calleuse reposant sur le manche d'un balai. Les aïlens, deja pesant, se moi en estupeur muette. Un souffle sembla quitter les lèvres du général. US avance. Lentement. Délaissant colonel, cadet et protocole. Il s'approcha du vieux concierge, et, devant toute l'académie, il ôta sa casquette lentement, comme on le ferait devant un cercueil ou une tombe sacrée. Sa main, droite, tremblait légèrement. Commendanti laice Brox. Vous êtes toujours debout. Dieu merci. Une vague de murmures parcourut les rangs comme un frisson. Certains cadets clignèrent des yeux, confus. D'autres se regardèrent, incrédules. Même le colonel Merriweather, qui n'avait jamais vu son supérieur afficher la moindre émotion, s'avança, troublé. Monsieur? Vous le connaissez, personnellement? Le général Whittaker se redressa, planta son regard d'acier dans celui du colonel, puis se tourna vers l'assemblée entière. Vous ne le connaissez pas? Alors vous avez tous failli à votre devoir de mémoire. Il se retourna vers M. Brox, puis posa une main sur son épaule, avec une douceur qu'aucun cadet n'avait jamais imaginé voir chez un général de cette trempe. Le commandant Elia Brox est un héros de guerre. En Afghanistan, il a mené des hommes à travers une embuscade où nous étions encerclés. Alors que notre radio était détruite, que notre capitaine était tombé, et que l'ennemi avançait, c'est lui qui a pris le commandement. Il a sécurisé notre repli, organisé une contre-offensive improvisée, et permis à 23 hommes de revenir vivants. C'est lui, continua le général, la voix légèrement brisée, qui m'a traîné hors de la ligne de tir après que j'ai été touché. J'avais 24 ans. Je saignais, j'étais terrifié. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Garde la tête haute, soldat. Même si c'est la dernière chose que tu fais. » Un silence de plomb régnait. Certains cadets n'osaient plus respirer. D'autres, honteux, baissaient déjà les yeux. Le général reprit, plus fort. Et vous? Vous vous êtes moqué de lui. Jour après jour. Vous avez ri de sa blouse, de ses cheveux gris, de son silence. Vous avez jugé l'homme sur ce que vous croyez voir, pas sur ce qu'il est. Vous portez l'uniforme, mais vous ne comprenez rien à ce qu'il signifie. Il marqua une pause, balayant les visages jeunes et tendus devant lui. Le commandant Brox m'a appris ce qu'aucune école, aucun manuel, aucun grade ne m'aurait jamais transmis. L'humilité. L'équerille discrète. La dignité silencieuse. Et si vous n'êtes pas capable de voir un héros là où il se tient, alors vous ne méritez pas ce que vous portez. Un battement. 2. Puis, sans qu'on sache qui a commencé, un cadet frappa son talon au sol.
Puis un autre. Puis tous. En cadence. Lents. Résonnant. Hommage muet. Aveu de honte. Priere collective. Monsieur Brox, toujours droit, les yeux humides mais le visage serein, hocha la tête sans dire un mot. Il resta ainsi, au milieu de la cour, recevant enfin la reconnaissance qu'il n'avait jamais cherchée. Le silence fut remplacé par une honte collective. Mais ce n'était pas une honte bruyante, tapageuse ou éphémère. C'était une de ces prises de conscience qui se glissent dans la poitrine et s'y installent, douloureusement. Une gêne silencieuse, presque sacrée. Ce jour-là, les cadets rentrèrent dans leur chambre sans un mot. Leurs uniformes encore impeccables, mais leur regard bas, lesté par un poids invisible, la vérité. Plus tard dans la soirée, alors que l'académie s'était vidée de son agitation, Elia Brox termina son tour, balayant une dernière fois les couloirs, comme à son habitude. La nuit tombait lentement sur West Point, et le silence, cette fois, n'était plus l'oubli, mais le respect. Vers 20h42, son téléphone sonna. Une voix ferme, mais étrangement chaleureuse, se fit entendre. « Commandant Brox », dit le colonel Merriweather, avec un accent appuyé sur le titre. « Il est temps que cette maison vous rende l'honneur qui vous est dû. Demain soir, nous organisons une cérémonie en votre nom. Les cadets, le corps professoral, et même le général Whittaker y assisteront. Et cette fois, c'est votre histoire qu'ils entendront. Pas celle des livres. La vôtre. » Le lendemain soir, dans le grand amphithéâtre orné de drapeaux et de médailles, Elia Brox prit place pour la première fois au centre de la scène, non pas en retrait ou en coulisses, mais sous les projecteurs. L'émotion, palpable, flottait comme une brume dans la salle. Des générations de cadets, officiers et anciens élèves avaient pris place en silence. Un écran projeta une série d'images en noir et blanc. On y voyait un jeune soldat au regard déterminé, Elia Brox, à 22 ans, lors de sa première mission au Koweït. Puis une photo prise en Irak, son uniforme couvert de poussière et de sang séché, tenant un camarade blessé dans ses bras. Et enfin, un cliché flou, sa silhouette debout sur une crête rocheuse en Afghanistan, entouré de jeunes soldats, tous sains et saufs grâce à lui. Un ancien frère d'armes prit la parole, la voix tremblante. Il a porté nos corps, nos peurs et nos espoirs sur son dos. Il n'a jamais demandé de médaille, jamais exigé de reconnaissance. Il nous a sauvés, puis il a disparu. Comme un géant qui s'éclipse dans la brume. Et pour la première fois, l'Académie raconta l'histoire cachée de celui que tous appelaient simplement le concierge. Elia Brox avait servi dans 3 conflits majeurs. Commandant d'unité respecté, décoré à 5 reprises pour bravoure, il avait notamment sauvé 14 hommes pris sous le feu ennemi, refusant d'évacuer la zone tant que le dernier soldat n'était pas hors de danger. Il avait été blessé 2 fois, mais toujours revenu, jusqu'au jour où la guerre lui arracha ce qu'il ne pouvait remplacer. Sa femme, Grace, tuée lors d'un attentat ciblé contre les familles de militaires. Brisé, mais debout, Elia demanda à revenir là où tout avait commencé, West Point. Mais il ne voulait ni bureau ni galon. « Je ne suis pas venu commander. Je suis venu transmettre », avait-il simplement dit au directeur de l'époque. Il choisit un rôle discret, volontairement. Celui de gardien silencieux, présent dans l'ombre des couloirs, là où se forgent les caractères, bien avant les champs de bataille. Il voulait enseigner autrement. Non pas par des discours ou des examens, mais par l'exemple quotidien, l'humilité, la constance. Servir, c'est pas toujours porter un fusil, avait-il dit un jour à un jeune cadet surpris de le voir ramasser une serviette souillée tombée au sol. Parfois, c'est juste ramasser ce que les autres laissent tomber. Et le faire sans attendre qu'on vous regarde. Dès le lendemain de la cérémonie, un changement profond s'opéra à l'académie. Plus un seul cadet n'osa l'appeler monsieur ou le concierge. Il était désormais le commandant Brox. Dans les couloirs, les saluts devenaient spontanés, les regards empreints de respect sincère. Certains jeunes venaient même s'asseoir près de lui à la pause, demandant timidement « Commandant, c'est vrai que vous avez marché 3 jours dans le désert pour ramener un soldat blessé ? Commandant, que feriez-vous si un camarade abandonne le groupe sous le stress ? Commandant, est-ce que la peur finit par disparaître ? » Et Brox, sans jamais hausser le ton, répondait avec des phrases simples. Des vérités nées du feu, du deuil et de l'amour du devoir. Ces mots devinrent des maximes chuchotées dans les chambrées, des repères dans les moments de doute. Il n'avait pas besoin d'estrade. Il rayonnait depuis le sol.
Et lui, Elia Brox, n'avait rien changé à ses habitudes. Il continuait à faire son tour tôt le matin, à polir les rampes, vérifier les extincteurs, ramasser les papiers au sol. Mais ses gestes avaient désormais une autre portée. Chaque pas résonnait comme un rappel silencieux. Le courage ne fait pas de bruit. Dans ses yeux, brillait quelque chose de nouveau, la paix. Pas celle des héros glorifiés, mais celle de l'homme enfin reconnu pour ce qu'il est. Un pilier discret. Un passeur de mémoire. Un héros sans uniforme.